Ça me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous toutes et tous. Merci d'être en grand nombre. Ça fait plaisir de vous voir. On va se poser la question qu'est-ce qui se crée ce soir. Et donc, commençons. On va discuter environ 1 heure, puis ensuite on va ouvrir les questions, on va ouvrir le plancher. Donc, si vous avez une question ou des questions, réservez-les pour la fin. Donc, ça va durer environ. On prévoit peut-être 1 heure de discussion, plus ou moins 15 minutes de questions. Donc, c'est le petit planning de la discussion. On peut peut-être commencer sur une note un peu plus personnelle. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu depuis combien de temps vous êtes à la revue, comment vous êtes atterri? Est-ce que vous aviez aussi une idée de ce que c'était la revue avant d'en faire partie? Je peux me lancer, puis bon, d'emblée, je me dis, en écoutant la question, OK, bon, on va pouvoir deviner mon âge, en faisant des petits calculs par rapport à quand j'ai commencé à travailler dans les revues. En fait, ça remonte à 2008 où donc j'étais étudiante au bac à l'UQAM à l'époque. Je suis maintenant à Trois-Rivières où se trouve le Sabard. Et puis, je travaillais pour un prozine qui s'appelle Brin l'éternité, que vous connaissez peut-être, qui est spécialisé en littérature de l'imaginaire et qui est un peu la petite sœur de la revue Solaris, qui est quand même très connue. Surtout pour les passionnés de science-fiction, de fantastique et puis de fantasy. Parce qu'en gros, et puis ça, donc, ça remonte à l'époque de mon baccalauréat, je me suis aperçue que j'avais 2 grandes passions dans l'existence, c'est-à-dire les littératures de l'imaginaire et les périodiques. Et j'étais déjà, autant que mon budget d'étudiante le permettait, abonnée à plusieurs périodiques, dont le Sabard, sans savoir que par la suite, j'y travaillais. Donc, j'ai passé 13 ans impliquée dans Brin l'éternité comme prozine, donc à choisir les couvertures, à inviter aussi les artistes visuels, c'est particulier parce que par la suite, j'ai travaillé au Sabard avec une directrice artistique qui est Karine Bouchard. D'ailleurs, petite précision, elle regrette de ne pas être avec nous ce soir comme prévu, elle a attrapé la COVID hier. Alors, c'est aussi pour, disons, le bien-être collectif. Donc, elle est très, très malade. Pauvre Karine, je l'adore. Donc, bon, on a une petite pensée pour elle. Donc, voilà, c'est dit. Ensuite, donc, j'ai travaillé dans l'édition. Donc, je vais faire la version courte de ma passion pour les périodiques. Et donc, en préparant la table ronde, je me suis dit, mais ça fait combien de temps que je travaille pour le Sabard? Puis je me suis aussi dit, OK, je suis rendue à me demander, ça fait combien de temps? Donc, et ça fait exactement 6 ans et demi, mais je me rappelle du moment où on me l'a proposé parce que j'étais dans la forêt. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le micro-village, on appelle ça un hameau dans ce temps-là, de Clova, en Haute-Mauricie, 36 personnes. J'étais en train de faire de la recherche de création. Je mets des guillemets parce que c'est toujours un petit peu un prétexte pour voyager. Donc bon, alors c'est une autre histoire et je me souviens très bien du moment où, alors Ariane, on a pensé à toi, aimerais-tu venir postuler comme directrice littéraire de la revue Le Sabard? Je suis vraiment honorée, je suis dans le bois, je vais revenir et puis ça me fait plaisir de passer l'entrevue. Puis c'est la seule fois où presque j'ai eu le Wi-Fi à ce moment-là. C'était vraiment question de me sortir, je suis en train de prendre des photos de ruines, puis j'étais dedans. OK, je vais aller passer mon entrevue sitôt revenu. Et puis par la suite, donc au début, j'étais juste directrice littéraire. Après, je suis devenue adjointe à la direction et co-directrice générale depuis 6 mois avec Karine Bouchard. Le tout selon le principe de l'équilibre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, comment on voit nos équipes respectives en création, c'est la façon de travailler ensemble. Et par la suite, donc je ne suis plus abonnée au Sabard, mais quand même, je demeure actuellement abonnée à presque 12 périodiques, j'exagère pas là. Et ça reste au cœur de ma passion puis de mon identité. Donc, j'avais promis une version courte, je vais pas juste d'arrêter. Merci Ariane. Moi, je suis peut-être poche. Je suis pas abonnée à beaucoup de revues dans la vie. Et j'avais jamais ouvert un numéro d'Estuaire avant de travailler pour Estuaire. Mais je savais que ça existait, là. Mais j'en avais jamais ouvert un. Je connaissais absolument rien de l'histoire d'Estuaire. Je connaissais pas les gens vraiment qui travaillaient quand on m'a approché. Je sais pas trop pourquoi on m'a approché. C'est ça qu'on comprend. Je sais vraiment pas pourquoi on m'a approché. Je suis très contente, par contre. Je suis très contente. C'était en 2017, vers la fin de 2017, puis je crois qu'on m'avait approché parce que j'avais organisé un colloque sur les enjeux du contemporain en poésie québécoise avec Josiane Beaulieu-April. D'ailleurs, on va sortir un livre dans les prochains mois qui fait suite à ce colloque. Donc, je pense qu'on m'avait approché pour ça. J'ai été surprise, j'ai dit oui.
Et me voilà ici maintenant. Puis je dis tout ça aussi parce que j'ai appris à connaître l'estuaire. Je pense que c'est peut-être un peu pour ça, parce que moi, je suis vraiment venue là avec toute la naïveté que je pouvais avoir. J'avais déjà travaillé en revue pour une revue étudiante où je publiais majoritairement de la poésie, donc c'était pas non plus si étrange comme approche. Mais j'ai appris au fil du temps à connaître vraiment bien l'histoire de l'estuaire, à vouloir la connaître, à vouloir rencontrer les gens qui ont fait partie de cette histoire-là. Pour moi, c'était vraiment important. Donc, j'ai vraiment parti d'une posture amateur, peut-être dans mon cheminement, à une posture où là, en ce moment, je réalise un reportage sur toute l'histoire. J'ai fait plus de 25 entrevues avec des gens qui ont participé à la revue. Donc maintenant, je connais très bien l'histoire d'Estuaire. C'est peut-être ça mon cheminement pour l'instant pour la revue. Puis bon, je la dirige, je fais la direction littéraire parce qu'on a aussi une direction générale qui s'occupe plus du côté administratif, qui rend la création possible, qui la rend concrète. Puis moi, je m'occupe de la direction littéraire depuis 1 an à peu près. Donc, je te passe la parole. Merci. En fait, je suis contente que vous ayez parlé avant moi parce que, en fait, je suis la toute petite dernière arrivée dans le milieu des revues dans le groupe. Donc, je suis arrivée à la direction de Mébius en juin dernier, donc ça fait presque 1 an maintenant. Et j'ai eu un parcours comme vraiment un peu de biais pour me rendre à Mébius. J'ai commencé, en fait, quand j'étais au bac en littérature, j'ai commencé à travailler dans des revues justement plus scientifiques étudiantes. J'ai été à l'UQAM à Exitu, j'ai été à Posture, donc j'ai commencé là-bas en tant que réviseur linguistique parce que je me cherchais aussi un peu qu'est-ce que j'allais faire avec un bac en littérature. Donc j'ai commencé à vouloir me faire de l'expérience comme réviseur linguistique. Donc ensuite, je suis embarquée sur les comités de rédaction, en fait, je suis devenue directrice, j'ai accumulé les postes parce que c'est beaucoup comme ça que ça se passe dans le milieu des revues universitaires, mais aussi, je pense, dans le milieu des revues culturelles, on pourra en reparler. Donc, j'ai fait mes armes, j'ai accumulé les années là-bas. Finalement, je me suis déplacée un peu vers l'édition en continuant mon parcours. J'ai été adjointe à la production aux Herbes Rouges. Et finalement, donc j'ai un peu laissé tout ça de côté pendant que je commençais mon doctorat. Et finalement, il y a Nicolas Dawson qui venait de prendre la rédaction chef à Mébius, qui m'a contacté au printemps dernier pour me dire « Il y a un poste de direction qui s'ouvre à Mébius, est-ce que ça t'intéresserait? » Et là aussi, on pourra peut-être en reparler un peu parce qu'en fait, à Mébius, ce qui se passait jusque-là, c'est qu'on nommait des gens. On approchait les gens, on leur demandait est-ce que ça te tente d'être directeur et d'être directrice, est-ce que ça te tente d'être rédacteur-chef, rédactrice en chef. Et c'est un peu comme ça que ça se passait. Maintenant, on essaie, donc, dans tout le processus de professionnalisation, si on veut, parce que, bon, les revues culturelles, les revues de création, ça vient du côté, vraiment, ça vient du côté un peu artistique DIY, et ça l'a été pendant très, très longtemps. Et là, on essaie donc justement de professionnaliser tout ça, et dans cet objectif de professionnalisation-là, on s'est dit, on va commencer à avoir des processus de sélection qui sont plus des vrais processus. Et donc là, on a approché plusieurs gens pour passer des entrevues. Donc, on a un peu bougé le processus, et c'est comme ça finalement que je suis arrivée à Mébius. Est-ce que je connaissais la revue? Oui, je la connaissais, mais quand même depuis, je dirais, assez récemment. L'année précédente, on m'avait approché pour faire partie du jury du prix du public. Donc, on m'avait approché parce qu'on avait lu les critiques littérales que je faisais dans Spirale et Spirale Web. Et donc, c'est un peu par de multiples pièces du casse-tête, en fait, qui se sont jointes, qui m'ont amené à ce poste-là. Merci. Pardon. C'est intéressant parce qu'on voit aussi que c'est pas un parcours nécessairement linéaire de je publie dans la revue, puis ensuite j'accède à un poste au comité de rédaction. Donc il y a vraiment comme aussi une participation multiple en différents lieux, dans le milieu de l'édition, dans d'autres revues, dans des zines. Donc c'est intéressant de voir aussi que c'est comme un parcours multiple qui fait en sorte qu'on arrive à une revue. Justement, Valérie, tu l'as mentionné, on peut peut-être parler justement de comment ça
ça fonctionne à votre vue, là? Donc ici, vous êtes en tant que rédactrice, directrice littéraire, donc, mais souvent, bon, les revues, c'est l'œuvre de tout un comité hein, de rédaction, puis j'aimerais savoir un peu comment ça fonctionne dans votre revue, puis Valérie, tu as mentionné un peu la sélection des membres du comité, puis aussi, peut-être qu'on peut parler justement comment est-ce qu'on sélectionne les membres du comité de rédaction, mais aussi comment ça fonctionne quand on arrive pour déterminer une rédactrice en chef ou une directrice. Donc, j'aimerais comprendre un peu le dessous des revues ici. Ben moi, je peux aller expliquer comment on fonctionne à Histoire. Puis en même temps, je vais peut-être aller expliquer pourquoi j'ai dit que je connaissais pas Histoire et que c'est un peu étonnant qu'on m'ait choisi. Je crois que c'est quelque chose d'important aussi. On m'a choisi parce que, bon, j'en avais reparlé avec Michael Tran, parce qu'il y avait eu une intuition. Puis je crois qu'on fonctionne beaucoup comme ça à Histoire, par intuition, vu qu'on fait des invitations dans la majorité de nos numéros aux gens. Puis pour découvrir qu'est-ce qui se fait auprès des gens, qu'est-ce qui se crée maintenant, bien, il faut avoir des intuitions parce que c'est peut-être pas encore arrivé ça. Ou la personne n'a pas encore publié un livre. Donc, il faut vraiment suivre ce qu'on a l'impression qu'il est en train de créer, d'être à l'écoute, d'être attentif, d'avoir une certaine clairvoyance avec le présent. Puis, je crois que c'est la même chose pour les comités de rédaction. En tout cas, l'Histoire, c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous aussi, on fait encore, si on ne fait pas d'appel, on demande à quelqu'un si la personne voudrait se joindre à nous. Puis moi, j'ai trouvé ça important parce que quand on m'a demandé à moi de m'intégrer au comité de rédaction, je me suis dit « Ah, j'ai rien à prouver. On est venu me voir alors que si j'avais passé une entrevue, j'aurais cru qu'il fallait que je représente ce que j'avais vendu. Alors qu'en venant me voir, je me suis dit « On veut que je sois moi-même. » Et à partir de là, j'ai été moi-même du début à la fin. C'est probablement une des plus belles expériences d'emploi qui m'est arrivée à cause de ça. Le comité de rédaction, dont la direction littéraire fait partie, je choisis tout de manière collégiale. À part écrire des courriels, je ne fais pas grand-chose de plus que mes collègues. Donc, j'ai plus un poste de coordination, je pose des questions, j'essaie que personne se chicane, mais à part ça, il n'y a rien, je fais rien de plus que les autres. Donc, on édite tous les textes à 3 personnes. En ce moment, le comité de rédaction est composé de Chloé Sava-Bernard et Marie Loucraft. Laurence Olivier vient de nous quitter. Désolée, j'avale ma salive. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en public, c'est pour ça. Bon, donc, on édite tous les textes à 3, on fait toutes les décisions à 3, on se remet en question toutes les 3 tout le temps. Puis pour moi, parce que je crois que c'est ce qui fait le fondement de l'Histoire depuis le début, ce désir-là de collégialité, cette perspective-là que la direction littéraire n'est qu'un animateur ou une animatrice, et d'aller chercher, c'est ça, d'aller veiller sur ce qui se fait. Puis, je crois que oui, il faut, bon, je ne vais pas prendre trop de paroles, je crois que oui, il faut professionnaliser les revues au sens où il faut rémunérer les gens, ça c'est très important. Donc, il faut avoir des sous, il faut faire bien les choses, il faut bien accompagner les gens, il faut avoir du temps. Mais je crois qu'il ne faut pas que cette professionnalisation-là assèche les revues de création. Je crois que ce côté-là humain et organique, pour moi en tout cas, est encore important. Donc, je vais passer la parole. Oui, absolument. Et puis, j'aimerais ça continuer sur ce que tu as mentionné. On travaille beaucoup en équipe au Savoir, en fait. Puis, bon, je ne peux pas réciter. Vous avez vu que j'ai le Savoir avec moi. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de le montrer, puis je trouve que c'est la meilleure façon de comprendre ce que fait la revue, parce que c'est une démarche qui est unique au Canada, en francophonie. Puis, donc, c'est vraiment la rencontre entre littérature et art visuel. Donc, je vais vous montrer une page qui peut être représentative. Donc, disons, ici, on a Anne-Marie Morin, qui est autrice, et Serge Cardinal, qui est artiste visuel. Et puis, dans le Savoir, donc, c'est vraiment donc, art visuel et littérature, mais on nous propose régulièrement, disons, tantôt, je vous disais, je suis allée faire des photos à Clova. Donc, si je proposais mon texte au Savoir qui se passe à Clova, accompagné de mes photos, je me ferais répondre, mais non, c'est le Savoir qui orchestre la rencontre entre 2 artistes différents. Puis ce courriel-là, si vous saviez le nombre de fois qu'il a été adressé à des gens qui nous font des soumissions, parce que c'est vraiment ça, donc le dialogue entre les 2 disciplines, la rencontre, et tout ça construit, érigé autour d'un travail qui est vraiment d'équipe. Donc, on a une co-direction, donc depuis novembre, avec Karine Bouchard et moi. Et puis ça, c'est un choix qu'on a fait aussi avec le conseil d'administration pour vraiment avoir l'équité encore plus marquée entre littérature et art visuel. Et puis, d'ailleurs, notre graphiste, qui est vraiment pour beaucoup dans la présentation du Savoir et qui fait partie du comité de rédaction, je vais en parler dans un instant. Donc, lorsqu'elle a revu la maquette, donc au numéro 111, elle nous a fait remarquer, puis c'est pour ça qu'on a le rabat, elle disait, parce qu'avant c'était une œuvre visuelle en couverture, puis elle dit
Avez-vous remarqué que votre revue, elle est plus en art visuel qu'en littérature dans sa présentation? Et puis ça vient en partie de l'héritage de Denis Charland, dont j'espère que nous aurons l'occasion de reparler avec le passé du savoir. Et puis par la suite, en reprenant la revue, on s'est dit, mais c'est vrai, donc notre revue de création, elle donne plus l'impression de présenter les arts visuels que la littérature. Et elle a également proposé, Dominique Mousseau, en quatrième de couverture, qu'on ait un extrait d'un des textes au sommaire, et comme ça, l'équilibre est véritable. Et on se fait encore demander de temps à autre, mais pourquoi il n'y a pas une grosse œuvre visuelle sur le dessus? Eh bien, voilà pourquoi. Donc, Dominique Mousseau, Karine et moi, et également Marie-Ève Francoeur, qui est l'ancienne coordonnatrice, on fait partie du comité de rédaction, c'est-à-dire que c'est nous qui vont choisir les thèmes aussi de la revue et agencer les rencontres. Et puis ça, c'est vraiment des beaux moments où on se réunit pour discuter de quel texte on va mettre avec quelle œuvre d'artiste, et puis quelle série d'œuvres en art visuel, et le tout en tenant compte des différentes formes, parce qu'on a à la fois de la poésie, de la prose, puis en fait, on est ouvert à toutes sortes de formes de textes créatifs éclatés et toutes sortes de pratiques en art visuel, de la diversité. Et puis, il y a beaucoup de diversité. Ça peut aller de l'installation, de la sculpture, de la peinture, de la performance. Donc, c'est vaste. Et puis, on aime beaucoup naviguer dans cette pluralité aussi des formes d'art. Donc ça, c'est ce qu'on choisit avec le comité de rédaction. On a un comité de lecture aussi au Savard qui est composé majoritairement de personnes qui ont déjà travaillé au Savard par le passé, comme par exemple, on a Marie-Hélène Savard, qui a été une ancienne directrice littéraire à l'époque où elle était doctorante. On a Claude Lamy aussi, qui gravite depuis, je pense que ça fait, je ne dirais pas trop fort, mais je pense que ça fait 37 ans, qui est dans le comité de lecture. Donc, c'est vraiment beaucoup d'années comme ça, avec ces précieuses lectures. On a également François Desaulniers, qui est un ancien employé du Savard en communication, Valérie Forge, qui est une poète que vous connaissez certainement, là, très talentueuse. Donc, à tous les 4 mois, on paraît 3 fois par année, donc à tous les 4 mois, on a une réunion du comité de lecture, et puis, donc, on sélectionne, parce que nous, on fonctionne essentiellement sur appel à texte et à œuvre, donc c'est vraiment très important. Avant, l'appel à œuvre en art visuel n'était pas ouvert. À l'époque, c'était la directrice artistique précédente, et où c'était Denis Charland également. Mais avec Karine Bouchard, on s'est dit non, nous souhaitons absolument ouvrir l'appel à œuvre et à texte. Par contre, il y a quelques invitations aussi dans chacun des numéros. Il y en a environ 3 dans chacune de nos disciplines. Puis aussi, donc pour en finir avec le portrait de l'équipe, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde au Savard quand même. Alors, on travaille aussi avec 2 stagiaires en visuel. Vraiment, si elles n'étaient pas là, ça ferait toute une différence dans l'équipe. On a notre magnifique dans son travail qui vient de rejoindre l'équipe. Donc, on a Anne-Marie Duquette qui fait vraiment un magnifique travail, c'est ce que je voulais dire. Et puis, on a, et je me dis qui suis-je en train d'oublier? Bien sûr, on a du travail de réviseur, donc je pense à toi qui le mentionnais tantôt. Et sinon, on travaille de près avec le CA et notre comptable. Alors, très, très important. Et le savoir, sans vouloir faire des métaphores, des fois, de barque un petit peu qui prend l'eau. Il y a eu des moments qui ont été moins faciles. Peut-être qu'on parlera des fois de moments de précarité, de périodique culturelle, on verra. Donc, il y a eu des moments où la comptabilité devait être bien manœuvrée. Merci Céline. Je suis vraiment contente de savoir comment vous choisissez vos œuvres et vos textes et comment vous faites le mix and match. Ça m'intéressait vraiment, donc c'était ma question. Je reviendrai en fait au côté organicité dont Stéphanie parlait, parce que je pense qu'à Mébius, c'est extrêmement important, la revue au complet, la structure de la revue au complet est basée là-dessus. Et je vais en profiter vraiment pour faire la lumière sur le rôle du comité de rédaction. Je pense qu'on a un comité de rédaction qui est un peu spécial, dont le rôle est assez particulier à Mébius et qu'on ne voit pas, dont on ne se doute pas de l'extérieur. Et en fait, à Mébius, la revue, c'est notre comité de rédaction. On a un comité de rédaction donc, qui est composé de 8 personnes parce que chacun des numéros est co-dirigé, donc on dit copiloté chez nous, par 2 membres du comité de rédaction. Donc, pour le nombre de numéros qu'on a par année, on a toujours 2 fois plus de membres du comité de rédaction.
Et donc, actuellement, là, je vais essayer de penser par duo pour ne pas oublier personne. Dans le comité de rédaction, on a Alex Noël, Jennifer Bélanger, on a Olivia Tapiero, Lula Carballo, Maud Lafleur, Martine Fidel, Laura Doyle-Péan et Nicolas Dawson. Donc, c'est ces 8 personnes-là, en fait, qui vont choisir les thèmes à venir pour toute l'année. Qui vont choisir les rubriques qu'il y a dans la revue, dans les balados aussi. En fait, tout ce qui est contenu créatif à la revue est entre les mains du CR. Donc, on a régulièrement des rencontres, on a 3 à 4 rencontres par année, donc qui vont nous permettre de, bon, si jamais il y a un ou une membre du CR qui part, ce sont les autres membres qui vont nous suggérer une panoplie de noms. Ensuite, il y a un vote anonyme qui est fait pour savoir si tout le monde est à l'aise avec ces personnes-là, parce que, bon, on pourra peut-être aussi reparler des personnes problématiques, de comment on gère avec ça dans ce milieu-là. Donc, il y a toujours un vote qui est fait de façon anonyme pour savoir si tout le monde est à l'aise et tout ça. Et donc, il y a une espèce de liste de gens qui est faite et qu'on approche par la suite pour les inviter à faire partie du comité de rédaction. C'est la même chose pour nos auteurs, nos autrices en résidence, nos artistes en résidence. Tout ça vient toujours d'une suggestion, en fait, ou de plusieurs suggestions du comité de rédaction. Et c'est aussi donc le duo de copilotes qui fait la sélection des textes, donc dans tous les textes qu'on reçoit. Et les elles vont faire la sélection des textes qui vont être retenus. Et les elles vont aussi faire l'édition de ces textes-là. Donc tout est vraiment sur elles et eux. Et donc, ensuite, derrière tout ça, il y a la personne qui est à la rédaction en chef qui va faire un peu de travail d'édition sur donc, les textes des rubriques qui sont par invitation et qui va sinon beaucoup faire justement de l'organisation, qui va faire de la coordination. La même chose, ensuite, il y a donc la personne qui est à la direction. Finalement, je m'occupe pas mal de faire de la comptabilité et des demandes de sub. On va pas se le cacher, hein. Voilà. Et c'est un peu de voir tout ça. Et autre poste qui est super important, donc on a la personne qui est aux communications, réseaux sociaux. Donc Sayaka Aranvayanes qui est avec nous, qui non seulement donc est aux réseaux sociaux, mais fait aussi partie de cette équipe de direction-là. Donc, on a vraiment une équipe de direction à 3 têtes, si on veut, où, dans le fond, les décisions vont toujours être discutées. Les orientations, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut mettre le budget, qu'est-ce qu'on veut faire comme projet, développer comme projet, tout ça se décide toujours, à 3. Je vais faire un petit ajout, parce que vous avez vraiment présenté plus largement l'équipe que moi. On voit que, je pense que, mon Dieu, arrête de rire, Alex. Chédric est assis en avant. J'ai un masque, tu ne vois même pas rire. Mais tu ris assez fort, tu ris par-dessus ton masque. Donc, moi, je voulais ajouter, on a une personne importante dans l'équipe qui est la personne qui commissaire l'artiste visuel qui va chaque année faire toutes les couvertures. C'est Annie Lafleur, avec qui j'avais travaillé précédemment au comité de rédaction et qui a continué. Elle avait toujours occupé ce poste-là depuis qu'elle est là de commissaire et elle a continué. Donc, elle s'occupe de trouver un artiste visuel par rapport aux thématiques qu'on lui aborde. Qu'on lui présente. Et donc, elle essaie de trouver une manière de bien signifier ces thématiques-là, de créer un équilibre entre les œuvres et les textes qu'elle n'a pas lus, parce qu'on ne les a jamais encore. Je voulais au moins mentionner Julie qui le fait de pair avec la graphiste Julie Espinas. Merci. Non, ne t'excuse pas. Merci pour ces réponses détaillées. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans les revues, qu'il y a un fonctionnement assez collégial aussi, que chacune a une structure, le comité de lecture pour le savoir. Mais on voit aussi qu'il y a plusieurs défis. Donc, Ariane t'a mentionné la barque qui parfois tangue un peu. Puis, justement, dans cette optique-là, j'aimerais, je me demande, c'est quoi un peu où se situent les défis là, pour vous dans la fabrique d'une revue de création? Est-ce que c'est plutôt l'idéation du numéro? Est-ce que c'est plutôt la production, la diffusion ou même la vente, la recherche d'abonnements? Donc on sait que les abonnements,
je sais pas si c'est majeur pour vous comme source de revenus, mais donc c'est toujours un peu au fil du temps dans les revues, souvent on appelle les abonnements parce que c'est souvent ça qui est crucial. Donc, puis comme aussi vous avez des rythmes de publication assez soutenus, là, donc c'est 3 fois par année pour le Sabord. Mobius, vous êtes à 4 fois et Estuaire 3 fois, donc ça demande quand même un travail qui est assez soutenu. Peut-être que c'est ça, donc peut-être que j'aimerais vous entendre là, sur cette question-là, des défis de la fabrique. On parlera après ça des questions esthétiques. Oui, on en parlait un petit peu avant la table ronde. Bon, alors, et puis ça diffère bien entendu de périodique à l'autre. Bon, de notre côté, avec le Sabord, on a souvent eu des défis pour avoir suffisamment de ressources humaines par rapport aux tâches qu'il y a à effectuer dans notre vie. Et ça commence à être plus fonctionnel, mais bon, alors tantôt tu mentionnais que vous avez une responsable des communications, et puis ben, je vais le dire, chanceux, alors, puisque, bon, au Sabord, c'est une tâche que je fais donc entre les autres tâches. Donc je sais pas, de votre côté, oui. C'est comme toi. Ouais. Alors, ce sont du temps volé. Parfois, ça arrive que je me lève à l'aurore pour planifier des communications. Alors, bon. Alors, il y a l'aspect ressources humaines, mais dans un peu la chaîne de la vie du périodique, nous, ça serait plutôt de trouver, le défi serait plutôt de trouver du temps pour la promotion optimale. Puis là, si c'était juste de moi, je passerais mon temps à organiser des tonnes d'événements. On le fait quand même un peu parce que mon équipe est bienveillante par rapport à mon souhait d'organiser des événements. Mais bon, tout de même, subvention à remplir massivement et régulièrement. Donc, par la suite, on se retrouve souvent avec le défi d'être capable de voir si nos initiatives de com, nos initiatives de suivi, de fidélisation des abonnés ont porté fruit. Puis ça, c'est très difficile. Donc, maintenant qu'on a nos stagiaires, donc on a Laurence qui adore faire des relances d'abonnements téléphoniques, imaginez-vous. On l'adore. Alors, Laurence, c'est bien pour lui faire plaisir, donc on l'assoit de temps à autre pour appeler nos abonnés qui n'ont pas renouvelé, qui ont forcément oublié et qui sont ravis de se réabonner. Mais bon, c'est un luxe de ce qu'on peut faire en ce moment grâce à Laurence. Bon, parce que normalement, je mettais ça, c'était un petit peu, ça me rappelle à l'époque où je voulais finir ma thèse, t'sais, je mettais ça en gros dans ma liste de choses à faire, puis il y avait plein de choses autour. T'sais, il y avait son l'enseignement là-bas. Alors bon, mais donc en bout de ligne, nos relances téléphoniques et puis les suivis pour les abonnés, c'est pas évident. On aimerait ça aussi, je pense que c'est toi qui as mentionné le balado, ou c'est une de vous deux, oui? Valérie. Donc, on aimerait ça comme investir aussi plus l'autour du périodique, mais pour ça, on va avoir besoin de plus de ressources humaines, de plus de temps également. Donc, juste produire un balado, c'est là qu'on s'est aperçu, Karine et moi, que notre hyper-perfectionnisme sonore ne nous aidait pas vraiment. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas capable de se perfectionnaliser. Bon, et puis, donc, pour les initiatives autour, puis juste le développement numérique aussi, sûrement que pour vous, il y a des défis de ce côté-là également, et où aller dans nos développements au pluriel. Donc, c'est vraiment plus dans donc, la chaîne de vie du périodique, nous, des idées de thèmes, de personnes à inviter, d'autrices, de poètes, on en a plein, de projets, d'événements, donc d'aller un peu partout, aller aux îles de la Madeleine, nous voici, tu sais. Mais donc, de trouver du temps pour vraiment orchestrer tout ça, puis surtout, faire les suivis, c'est vraiment ça, je trouve, là, donc les suivis de communication, de promotion, de diffusion, de fidélisation, parce que du moins, puis c'est tout le temps ça qui revient pour nous au Sabord. Donc, nous voulons conserver nos abonnés. Puis, il se produit trop souvent qu'on reste au même nombre d'abonnés, mais c'est pas les mêmes. Donc, je sais pas pour vous. Et nous aussi, la question de l'argent, je pense que c'est la question qui travaille les périodiques depuis leur fondation. À Estuaire, c'est le gros problème depuis 46 ans, l'argent. Je disais récemment, Pauline Geoffrion, qui est une des fondatrices d'Estuaire, qui faisait remarquer, qui était l'administratrice en fait d'Estuaire, qui faisait remarquer que des bénévoles, ça s'administre pas, ça s'administre très mal, parce que ça s'épuise, ça a de la difficulté à avoir une continuité. Donc, la question de l'argent est vraiment au central des problèmes parce que moi, j'aurais des idées de table ronde à chaque semaine, à chaque 2 jours, mais j'ai pas le temps de les organiser. Estuaire, on essaie de faire un site internet, ça fait longtemps, il n'y arrive pas. Il y a toutes ces choses-là qui n'arrivent pas, nos réseaux sociaux sont pas parfaits, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on n'a pas l'argent pour avoir le temps. On n'a pas l'argent pour engager des nouvelles personnes, on n'a pas l'argent pour se payer soi-même pour faire plus d'heures. À un moment donné, le bénévolat, c'est comme difficile, il faut que tu payes ton loyer.
Donc, je pense que c'est vraiment ça le grand nœud du problème de toutes les revues de création. Puis après, on dit que les gens ne lisent pas les revues, mais c'est parce qu'on n'a pas l'argent pour mettre du temps sur la promotion des revues. Donc, c'est comme un cercle vicieux, parce que si on avait plus d'argent, on aurait plus de temps pour les ferait connaître, ces revues-là. On irait cogner aux portes, on irait demander à tout le monde, si, tu sais, à part connaître l'estuaire, à les mettre dans des je sais pas, dans des bateaux de croisière, dans n'importe où. Donc, tu sais, on essaierait de travailler sur la découvrabilité d'estuaires ou des autres revues. Je pense que c'est le problème dans toutes les revues. Donc, je pense que c'est vraiment ça, parce qu'on est toujours freiné par ce moment-là. Il y a toujours la précarité qui s'en vient. En plus, on n'est pas sûr d'avoir des subventions. Les demandes des subventionnaires changent d'année en année, souvent pour le mieux, parce que les revues, c'est quand même un bien public. Puis il faut faire attention à comment sont administrées ces revues-là, à les garder comme bien public. Donc, ce que personne, c'est les approprie pour toujours et en fasse comme si c'était ma revue. C'est pas ma revue, c'est la revue de tout le monde. C'est juste que je suis là pour le moment. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment une question cruciale parce qu'à partir de là, débouchent tous les autres problèmes. Les problèmes vont comment on la veut physiquement, cette revue-là, la présence numérique, est-ce qu'on voudrait avoir des résidences numériques, est-ce qu'on pourrait rêver tout un monde autour d'une revue, toute une vie, mais on n'a pas les ressources pour le faire. Puis je crois que ça serait vraiment bien de les avoir parce que je pense qu'on pourrait découvrir encore plus cette importance-là. Puis une revue, c'est que ça ne s'arrête pas à un numéro, ça fait vivre un milieu. Parce qu'on encourage les gens à écrire, on les soutient, on les commente. Des fois, récemment, j'ai invité notre réviseuse linguistique, Dominique Robert, à écrire un texte et elle m'a dit quelque chose de précieux. Elle m'a dit que c'est cette invitation-là qui l'a relancée sur le chemin de l'écriture parce que ça faisait des années qu'elle avait arrêté d'écrire. Puis je crois que ça aussi, c'est un rôle fondamental des revues, c'est de pousser des gens à créer ou de les accueillir, de les réunir, de les faire se rencontrer, de les faire se lire, du monde qui ne viennent pas des mêmes milieux, qui n'ont pas les mêmes postures, qui ne viennent pas de la même maison d'édition, mais on les met ensemble, on les brasse, on les fait se rencontrer. Puis ça, c'est important pour que le milieu littéraire reste vivant. Puis c'est pour ça que c'est pas juste une question de rentabilité, combien d'abonnés. Bon, on voudrait toujours en avoir plus parce qu'on veut des lecteurs, on veut du monde qui n'écrive pas, qui lisent de la poésie. Bon, ça, on publie juste de la poésie, c'est pour ça que je dis ça, mais donc, mais ça fait aussi vivre un milieu. Puis ça, je pense que c'est ça qui est important quand on pense la subvention des revues, quand on pense leur rentabilité, c'est quelque chose d'invisible un peu, ce milieu-là qui se crée. Mais il y a beaucoup de textes qui finissent en livre qui vont avoir passé à travers une revue, ou beaucoup d'auteurs qui vont avoir repris le fil d'écriture, ou, bon, comme nous, on fonctionne par invitation. Moi, je veux assister à des micro-livres de poésie, je veux aller voir des nouvelles voix, je veux découvrir du monde qui n'écrit pas, j'ai lu des hymnes, je veux inviter cette personne-là. Donc, il y a comme une manière de faire progresser la littérature qui est peut-être moins statique que dans les maisons d'édition parce que c'est d'autres considérations. La revue est quelque chose de plus vif. De toute façon, il faut toujours publier des nouveaux numéros. Puis nous, on a une politique aussi qu'on ne publie pas les mêmes personnes avant un certain temps. Là, je pense que c'est 2 ans. Puis on essaye vraiment de les écarter encore plus, à moins que la thématique nous appelle trop à inviter une personne qu'on a déjà publiée récemment. Mais donc, c'est ça, je pense que la question de l'argent se déploie d'une manière difficile à cerner au sein des revues, qui est peut-être différente que dans d'autres instances littéraires. Parce que je pense que cette communauté-là qui se crée, elle est incalculable d'un point de vue financier. Mais il faut la financer. Il faut financer ces communautés-là et ces rencontres-là. Mon manifeste. Mais écoute, je signe ton manifeste avec plaisir. Puis c'est un des problèmes, en fait, c'est qu'en effet, on met énormément de temps dans l'organisation de ces activités-là, dans tout ce qu'on peut mettre en place pour justement nourrir cette communauté-là. Mais ça, c'est pas ce qu'on nous demande dans les demandes de subvention, en fait. Dans les demandes de subvention, on nous demande des chiffres. Et voilà, et c'est des choses qui peuvent pas être chiffrées parce qu'en effet, c'est pas le même milieu. Les enjeux, par où commencer, de quoi parler, il y en a tellement, mais tout revient en effet toujours au nœud financier. On le sait tous et toutes, la culture n'est pas financée au Québec et au Canada. Je pense que les revues culturelles sont aussi le parent pauvre de la culture en général. Et en effet, c'est plate à dire, mais du manque de ressources financières vient aussi l'épuisement des ressources humaines, vient le manque de ressources humaines, vient un peu tout ce qu'on ne peut pas mettre de l'avant.
Et je le disais tout à l'heure, je suis quand même toujours fascinée qu'on arrive à produire des choses aussi magnifiques, parce qu'on s'entend que les revues culturelles, les revues de création, c'est rendu des livres. De produire ces livres-là à cette fréquence-là, de cette qualité-là, avec le peu de ressources qu'on a, ça me fascine, mais ça témoigne aussi du nombre d'heures gratuites qui sont même plus calculables, qui sont données par tous les acteurs et les actrices de ces revues-là. En effet, on fait plein de choses, on organise plein de choses. On a des salaires annuels parce qu'on ne pourrait pas avoir des salaires à l'heure parce qu'il n'y a rien qui se ferait. Et c'est le cas partout, c'est le cas dans mon poste de direction, c'est le cas dans le poste de rédaction-chef, c'est le cas dans le poste de communication, c'est le cas au CR. À Mébius, on a fait le pari il y a quelques années d'augmenter vraiment les cachets pour les textes. Par contre, en faisant ce pari-là, parce que c'est important pour nous, donc, d'avoir une juste rémunération pour les auteurs et les autrices. Par contre, derrière ça, ben, la rémunération des membres du CR traîne et celle de l'équipe, ben, arrive un peu en dernier. On se paye toujours moins parce qu'on veut garder notre monde. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'on ne peut pas garder notre monde, peu importe où. Il ne peut pas y avoir de stabilité parce qu'on n'est pas assez payé pour avoir de la stabilité. On ne peut pas demander à quelqu'un de rester 10 ans dans un poste où la majorité des heures sont bénévoles. Et c'est aussi comme ça qu'on se retrouve avec des crises internes. On en a eu, nous aussi, des crises internes, donc c'est très, très long à se relever. Et parce que les gens sont brûlés à un moment donné. Et passer tout l'organisme complexe qui est une revue, faire la passation aux équipes suivantes, c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'investissement. Et quand on a des gens qui partent épuisés, ça reste difficile. Et l'autre côté aussi, c'est les subventions. Mais les subventions, récemment, fonctionnent beaucoup par projet. Donc, pour avoir une augmentation de nos subventions actuellement, il faut proposer des projets. Mais pour proposer des projets, il faut qu'on mette des heures pour ces projets-là. Et donc, ces heures-là, il faut les mettre sans avoir l'argent. Et l'argent qu'on nous donne, on nous le donne pour un projet. On ne nous donne pas pour le fonctionnement de la revue. Donc, à ce moment-là, comment on continue à améliorer le fonctionnement de la revue si tout ce qu'on nous donne comme argent, c'est un projet? Donc, c'est vraiment un peu un jeu d'échecs de comment aller chercher plus d'argent et le redistribuer dans le fonctionnement de la revue. Et je ne veux pas non plus accaparer, bon, c'est énorme tout ça, mais une des façons dont on peut y arriver, outre le très très grand dévouement de tout le monde, c'est entre autres par l'aide incroyable que nous offre la SODEP. La SODEP sans qui tout ce qui est promotion, mais aussi juste la vie en général de la revue. La SODEP nous donne des aides financières aussi, donc qui nous donne de la visibilité, donc il nous donne un appui. Quand on est perdu, on peut toujours écrire à la SODEP, qu'est-ce qu'on fait comme ça, parce que toute l'expérience est là. Puis en plus, toute l'équipe est magnifiquement sympathique. Là, je parle aussi comme personne qui fait partie du CA, donc j'ai eu l'occasion de multiplier aussi les contacts avec l'équipe, là, donc vraiment, en plus, c'est des beaux échanges. Absolument. On peut avoir avec eux, en plus de ce que tu mentionnes. Absolument, et tu parlais du balado, pourquoi on peut avoir un balado? C'est parce qu'on a Littérature québécoise mobile qui nous offre l'appui numérique, qui nous offre les ressources humaines. Donc, tout ça fonctionne aussi par des partenaires qui, sans nécessairement nous donner des subventions, vont nous donner un appui qui est inestimable. Puis, tu parlais de projets, je vais un petit peu comme revenir là-dessus. C'est l'idée de pérenniser aussi dans le temps, parce que oui, si on part une série de balados, pour reprendre cet exemple-là, puis on n'est pas capable d'en faire plus que 2 ou 3, c'est moins intéressant. Puis je suis curieuse par rapport à vous, comme nous, au Savard, comme on est co-directrice, Karine et moi, donc c'est un temps plein, mais on est aussi chargé de cours en même temps à l'UQTR, donc Karine qui donne vaillamment 2 cours cette session-ci, et moi-même 1. Donc vous, je sais, toi, tu es réviseur linguistique, mais vous faites sûrement autre chose à côté aussi, parce que sinon, c'est complexe à gérer, c'est un peu anxiogène, disons. Oui, je fais aussi autre chose à côté. Je vais pas tous les énumérer. Je sais pas si c'est si intéressant. Mais c'est intéressant, mais c'est pas le sujet. Moi, je vais rajouter une autre difficulté peut-être, un autre enjeu des revues culturelles,
c'est le duo direction littéraire ou artistique, direction générale. Moi, je crois que c'est important d'avoir deux personnes parce que c'est deux compétences très différentes. Les demandes de suivre, la promotion, c'est toute une autre d'autres spécialités. Puis la côté artistique, mais il faut que ces deux personnes-là s'entendent. Puis s'ils ne s'entendent pas, c'est la mort. C'est vraiment, ça mène à des démissions en bloc, ça mène à des choses très compliquées. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Puis moi, je le vois vraiment comme un architecte et un ingénieur. Il faut qu'ils travaillent ensemble. L'architecte il propose des choses un peu impossibles à l'ingénieur. L'ingénieur, il faut qu'il trouve des solutions. Puis des fois, il faut qu'il ramène l'architecte un peu sur terre en disant « ça se fait pas ». Donc, mais il faut que l'ingénieur ait envie de trouver des solutions. Puis il faut que l'architecte il accepte la matérialité des choses. Donc, je pense que c'est vraiment ça, mais c'est des difficultés, parce que des fois, les comités vont changer, donc la direction va changer, mais la direction administrative va rester, ou l'inverse, et il faut trouver un équilibre entre les deux, il faut qu'ils se comprennent et qu'ils aillent dans la même direction, parce que sinon, c'est encore plus compliqué que de pas avoir d'argent. Merci. Ça fait des crises humaines. Oui, c'est des crises humaines. Oui, j'imagine. Les changements de comité, ça a aussi fait disparaître certaines revues dans l'histoire. On entend bien que la fatigue aussi guette les revues. J'ai envie de vous remercier en entendant tout ce travail-là, d'animer les revues comme vous le faites. On comprend bien aussi la dimension cruciale qui se trouve autour des communications, puis la volonté de donner une vitrine qui dépasse les périodiques. Dans toute cette communauté-là qu'on retrouve dans la revue, on sent bien qu'il y a une volonté de donner une vitrine plus grande qui la dépasse, puis on manque de ressources, puis on fait ce qu'on peut pour justement contribuer à animer, on sent bien la fonction d'animation de la revue de création. On a parlé des enjeux, disons, plus économiques et structuraux. J'aurais envie que vous me parliez un peu peut-être de l'esprit de votre revue, de comment vous voyez un peu sa spécificité, disons, éditoriale, esthétique, au sein de tout le champ des revues culturelles, des revues de création. Donc peut-être un peu comment vous définiriez, ou bien peut-être que ça échappe à la définition qu'on ne veut pas définir, mais je vous lance le micro. Je peux peut-être y aller parce que j'ai l'impression que ça va un peu ensemble, le animé, de notre côté, le animé et l'espèce de mission éditoriale vont vraiment de pair. Je pense que ce qui permet d'animer et ce qui nous permet de continuer malgré les enjeux et tout ça, c'est justement cette animation-là, la réponse des auteurs, des autrices, et la chance qui est quand même immense de mettre ces textes-là dans l'univers. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue tous et toutes à mettre ces énergies-là. C'est ça qui nous porte, en fait, le bonheur d'avoir à nouveau des lancements en personne, de voir les auteurs, les autrices lire leurs textes, parfois pour la première fois, de côtoyer des auteurs, des autrices qui ont un nom fait. C'est quand même assez magnifique de voir ça. Et donc, je pense que de ce côté-là, donc, cette animation-là fait partie un peu de notre mission éditoriale, parce que, Mébius, depuis 44 ans, depuis que ça existe, a toujours voulu être un peu, pas à l'avant-garde, mais dans le très, très présent de ce qui se fait de la création. Et pour ça, donc, on n'a pas, c'est pas seulement de la prose, c'est pas seulement de la poésie. On va avoir beaucoup de textes hybrides. On n'a pas, en fait, on dépasse les genres littéraires. Je pense que l'objectif, c'est vraiment d'accueillir les textes, d'accueillir la subjectivité des gens, d'accueillir les prises de position. Je pense que Mébius est une revue qui est quand même très, très positionnée politiquement. Donc, c'est vraiment de donner libre cours, de donner une place à cette création-là qui se fait actuellement. Qu'est-ce qui se crée en ce moment? Il se crée beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'expérimentations. Je pense que c'est ces expérimentations-là qu'on veut accueillir. Et comme les textes sont choisis par des duos de copilotes, il y a aussi la subjectivité de ces duos-là qui va en fait teinter, qui va donner, au sens de donner une teinte
à chacun des numéros. Donc, notre ligne éditoriale, c'est vraiment ça, c'est d'ouvrir à l'expérimentation et en fait d'essayer de défaire les barrières de genre, peut-être. Je pense que ça va pas mal dans ce sens-là pour nous. J'en ai parlé un petit peu avec le savoir tantôt, mais nous, avec la littérature et les arts visuels, donc qu'est-ce qui va se créer par l'entremise de la rencontre et quel nouvel espace on peut aborder pour susciter de nouveaux dialogues par le biais de cette rencontre-là, qui est inédite, donc entre littérature et art visuel, donc avec deux artistes distincts. Donc c'est vraiment ça, donc on le voit comme quelque chose qui apporte encore plus loin, on l'espère, par l'entremise de la rencontre. Et puis, on parlait un peu d'événements tantôt, donc que ce soit virtuel, on a fait quelques événements virtuels parce qu'on aime trop les événements au savoir, donc il fallait absolument qu'on organise quelque chose, et en personne aussi de prédilection, quoique on se dit que si on va continuer, on va garder une formule hybride, tantôt virtuelle, tantôt présentielle, ça dépendra, mais alors, et c'est arrivé, puis là on était tellement ravis, que ce soit notamment avec le balado, où je pense à une rencontre autour de notre numéro sur le thème rive et affluent. On avait Vanessa Bell, donc, qui écrit de la poésie, qui est très talentueuse, et puis une artiste visuelle qui est Maryse Goudreau. Et les deux ont participé à une table ronde autour du thème, et puis ça leur a donné envie de travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment lorsque ça se produit, et ça s'est produit à quelques reprises avec le savoir, alors on se dit « wow, nous avons réellement atteint une de nos visées fondamentales et essentielles comme ça en créant une rencontre. » Et puis bon, on est ici pour des revues de création, on le sait aussi, mais on réfléchit beaucoup, c'est particulièrement depuis qu'on travaille en co-direction, Karine et moi, à comment on peut rendre la revue encore plus créative. Donc, ces dernières années, on a mis de l'avant plusieurs actions en ce sens-là, comme par exemple, dans le savoir, on a 2 entrevues qui s'appellent les fils créatifs. Et puis, donc, une avec un auteur, une autrice, un en art visuel, puis on s'est dit, comment on pourrait, avant c'était comme une rencontre, un petit peu comme ça, selon la personne qui interviewait, elle donnait l'angle qu'elle voulait, mais là on a décidé que c'était des rencontres sur la création pour justement pousser encore plus loin le jalon de création, puis des critiques. Donc nous, autrement dit, on publie uniquement des œuvres de création, plus 2 entrevues sur la création, plus en ce moment, on a 7 critiques, donc on va monter à 8 bientôt. Et les critiques qui sont vues, alors vous me direz peut-être, bon là, ça c'est toi, Ariane, qui met ton chapeau de critique pour dire ça, mais bon, pour moi, les critiques, je les vois comme des œuvres de création, elles aussi, qui répondent aux textes commentés. Alors, à mon avis, donc tout est créatif dans le savoir, mais on peut pousser plus loin encore, je suis certaine, dans nos réunions de comité de rédaction, de comment ça pourrait être encore plus créatif. Donc, il y a plein de pistes, là. L'entour du savoir. En fait, si vous avez des idées, on est preneurs. Je suis curieuse, oui. Je suis curieuse. Est-ce qu'il y a des idées déjà qui sont sorties? Ah oui, mais ça serait comme un peu pour la fameuse question, là, qu'est-ce qui s'en vient, là? Ça va dépendre un peu de nos subventionnaires. Mais on aimerait ça développer, donc, l'entour créatif qu'on trouve dans les pages de la revue. Donc, je veux dire de façon vraiment le plus simplifiée possible, à l'extérieur de la revue. Donc, lire le savoir, c'est un petit peu comme se promener dans une salle d'exposition avec un écrivain en résidence. Donc, on aimerait ça un petit peu développer cet aspect, les 2 aspects que je viens de mentionner autour. Puis, si c'est possible, peut-être avoir justement écrivains et artistes en résidence. Donc, ça pourrait être ça. Et notre site web, on aimerait aussi, ça va dépendre évidemment de ce qui est possible d'élaborer. Donc, d'y aller aussi avec le côté historicité. Donc, on aimerait ça. Puis, il y a un aspect par rapport à l'identité. Donc, le fait d'être un périodique qui a été fondé, on dit en région, mais bon, je veux dire à Trois-Rivières, qui a été fondé en 83 à Trois-Rivières. Donc, nous aussi, il y a toujours au moins un auteur ou un artiste, autrice, qui va être de la région. Donc, ça fait partie de notre identité aussi. Tantôt, tu parlais de relève. Il y a toujours de la relève dans nos numéros et dans celui-ci. Il y en a au moins 3 qui publient pour la première fois, que ce soit en littérature ou en art visuel, ou qui ont peu publié. Je pense à Juliette Bernatchez, qui est plus connue comme quelqu'un d'impliqué dans le milieu de la culture. Sinon, je pense aussi à Dominique Brochu, dont c'est la toute première publication à vie. Donc ça, également, ça fait partie de l'identité créative du savoir. Donc, donner un espace à des premières publications et accompagner avec la direction littéraire. Je m'en voulais tantôt, j'ai oublié de parler de l'étape de la direction littéraire, qui est en plus mon poste. On dirait, bon, c'est pas du déni, mais
Donc, c'est vraiment, puis ça fait partie de toute la richesse créative qu'on peut offrir, notamment à des auteurs qui publient pour la première fois, vous le savez, en les accompagnant, en leur faisant des suggestions, puis on a aussi de la direction d'articles pour les critiques, là, puis vraiment avec un dialogue et des suggestions. Donc, si on pourra peut-être en reparler de direction littéraire, si ça vous intéresse, donc qui est un autre de mes chapeaux, parce que moi, je suis directrice littéraire et directrice générale. Comme quoi on peut aimer marketing et littérature. Je vais poursuivre. Je réalise qu'on ne parle pas assez souvent de revue de création parce qu'on a l'impression qu'on a de la misère à s'arrêter à chaque question parce qu'on n'a jamais dit ces affaires-là. Donc, puis là, on est comme essoufflé à la fin de nos questions. Là, je dépose le micro, j'ai tellement parlé. Puis on a encore à dire. On a encore à dire, c'est comme qu'il faudrait peut-être que je m'arrête à un moment donné. Moi, je vais faire un peu, je pense qu'on est encore fidèle à la politique de départ d'Estuaire. Estuaire, ça s'est fondé sur la pointe est de l'île d'Orléans, à l'Estuaire, évidemment. Ça voulait représenter le large, qu'est-ce qui s'ouvre vers l'inconnu. Ça voulait aussi être une revue qui était pour les gens de Québec, en fait pour les gens de Trois-Rivières jusqu'au Nouveau-Brunswick. Donc, les gens qui ne venaient pas de Montréal. Bon, ça, on réalisera qu'on a perdu ça un peu en cours de route. Mais bon, moi, j'essaie d'y repenser quand même. Donc, Estuaire, c'était ça au début. C'était vraiment une revue dans l'ouverture, dans l'idée d'accueil. L'accueil des différentes formes, parce que ça n'a pas toujours été une revue de poésie, même si très rapidement, je pense après 3 ans, 4 ans, c'est devenu une revue strictement de poésie. Mais au départ, ça accueillait différentes formes. Il y a toujours eu des communications avec des relations avec les arts visuels. C'est un artiste visuel qui a aussi fondé, Claude Fleury, la revue. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui la nourrit, cette idée-là d'ouverture, puis cette idée-là aussi de faire des choses pas dans les livres. Parce que tous les gens qui ont fondé la revue, bon, je pense à Jean Boyer, qui était aussi journaliste, qui faisait des entretiens, Pierre Morancy, qui faisait beaucoup de performances, qui avait aussi affiché un grand panneau réclame sur un panneau publicitaire à Québec. Ça lui avait coûté très, très cher d'ailleurs. Je pense à Claude Fleury, qui était un artiste visuel. C'est tous des gens qui ont voulu faire des choses à l'extérieur des livres. Ça, je pense que c'est très fondamental dans l'histoire d'Estuaire. Ça s'est poursuivi, bon, si on pense à l'époque de Jean-Paul Daou, où il faisait des événements monstrueux de littérature. Il a fait un événement au Club Soda. Pouvez-vous vous imaginer un événement de poésie au Club Soda? Il était rempli d'ailleurs. Il faisait des événements surtout au Saint-Sulpice, le bar sur Saint-Denis, qui était avant un haut lieu pour les intellectuels. Ça aussi, c'est un peu difficile à imaginer aujourd'hui. Mais le propriétaire des Saint-Sulpice est un intellectuel, puis bon, c'était avant un grand lieu pour les intellectuels. Il y avait une remise de prix pour Estuaire. Donc, je pense que c'est toutes des choses qui ont fait partie de l'histoire. Puis, malgré que des comités ont parfois démissionné en bloc, c'est quelque chose qui a perduré dans l'histoire. Ce désir-là de l'ouverture et d'accueil. Il y avait aussi beaucoup de poètes étrangers avant qui publiaient, là, un peu moins, parce que c'est beaucoup de travail quand même, faire des connexions avec des poètes étrangers. Maintenant, on fait des traductions, c'est peut-être le versant qui nous aide à publier des poètes à l'extérieur du Québec. Puis, je pense qu'au fil du temps, maintenant, si j'aurais à définir cette politique-là plus de manière contemporaine, de manière comment moi je l'incarne, du moins, et mon équipe, c'est peut-être une responsabilité envers l'ouverture. Puis c'est là que quand on fait, on a un appel de texte une fois par année, où on découvre des nouvelles voix des fois, mais quand on fait des appels de texte, finalement, c'est souvent les mêmes personnes, c'est souvent les gens très proches du réseau de la revue qui vont soumettre des textes. Puis, c'est pour ça que je parle de responsabilité envers cette ouverture-là, puis ce désir d'accueil-là, c'est que quand on fait des invitations, on est responsable des gens qu'on invite. On est responsable de qui on invite, et si on manque de diversité ou si on manque de peu importe, c'est nous qui avons la responsabilité parce qu'on aurait pu faire d'autres choix, on aurait pu aller vers d'autres personnes, et on ne l'a pas fait. Volontairement, on ne l'a pas fait. Donc, quand on fait un appel, un peu, on se dédouane. Parce que c'est les textes qui nous sont arrivés, il fallait faire avec ces textes-là. On en a sélectionné ceux qu'on considérait les meilleurs. Alors que quand on invite, il faut vraiment aller défricher, faut se renseigner sur ce qui se fait, sur ce qui s'écrit, sur ce qui veut s'écrire, sur ce qui ne s'écrit pas encore. Puis je crois que c'est peut-être, aujourd'hui, comment la politique d'Estuaire, comment je la définirais. Donc c'est d'un côté, cette responsabilité-là envers ce désir d'ouverture et d'accueil. Et encore, ça aussi, il faut toujours retravailler, c'est une question de temps et d'argent, de sortir du livre. Moi, c'est quelque chose d'important pour moi, de ne pas rester dans l'écrit seulement. Donc, essayer d'organiser des tables rondes, des soirées. Là, on a un projet récemment bientôt qui va sortir en mai. On veut afficher à travers tout Montréal des poèmes qui ont traversé les années de la revue. Donc, chaque 2 semaines, il va y avoir
4 poèmes pour une décennie. Donc, on va les changer après, donc pour essayer de faire découvrir aussi la revue, mais l'emmener dans le monde, l'emmener sur la place publique, que des gens qui lisent pas normalement de la poésie marchent sur Saint-Denis et voient des poèmes. Donc, il y a vraiment toujours eu ce désir-là qu'on essaie de re-questionner et de revoir sur comment on pourrait faire pour que des gens qui ne lisent pas encore de la poésie la lisent. Et c'est, comme je dis, c'est vraiment quelque chose qui est important dans les fondateurs. Quand ils ont commencé Estuaire, ils s'en allaient toujours au salon des artisans. Puis, ils parlaient vraiment de la poésie comme si c'était de la poterie. Ils voulaient dire aux gens, on peut se salir les mains, on peut explorer des choses, c'est de la matière, vous pouvez vous aussi découvrir la poésie. Puis, il y a vraiment toujours eu cette volonté-là d'emmener des gens qui ne s'intéressent pas a priori à la poésie, à la découvrir et à comprendre que ça les touche, elles et eux aussi. Donc, on essaie de le faire. Je ne sais pas si on le fait toujours. C'est toujours à recommencer, à re-questionner. Mais je pense que c'est ce qui définirait peut-être Estuaire. J'ai juste envie d'ajouter quelque chose parce que je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, Stéphanie, sur la question de comment mettre en action cette ouverture-là. Et c'est une question qu'on a beaucoup justement puisque nous, on fonctionne par appel. Donc, comment ne pas se dédouaner de ce désir d'ouverture-là quand on fonctionne par appel et quand on choisit les textes à l'aveugle. Parce que c'est aussi un choix qui a été fait à Mébius, justement, pour ne pas créer d'espèce d'esprit de famille où on publie, où on accepterait, on choisirait les textes des amis. Dans le fond, donc, de faire des choix de textes à l'aveugle, mais comment, en choisissant ces textes à l'aveugle-là, on peut faire pour essayer de pousser en vue de l'ouverture qui est dans la politique de la revue. C'est une question qui est toujours en cours. Par contre, il y a des choses, donc il y a des actions qui ont été mises de l'avant par le comité de rédaction, par les gens qui m'ont précédé, qui ont été, en fait, d'une part, de réellement inclure de la diversité dans nos comités et dans nos équipes. Donc, de ne pas simplement prôner la diversité, mais d'avoir des équipes qui sont réellement diverses. Et ça, c'est toujours pris en considération quand on a des auteurs ou des autrices invités, quand on a des artistes invités et quand on invite des gens à faire partie des comités. Donc, de vraiment s'assurer d'avoir une diversité de ce côté-là. Et ça, combiné donc avec, il y a toujours, dans nos appels, il y a toujours un appel ciblé, non exclusif, aux personnes donc minorisées, aux personnes racisées. Et j'ai l'impression que ce qu'on a vu, en tout cas, c'est clairement, ça ne fait pas tout, mais j'ai l'impression que de combiner ces deux facteurs-là fait que maintenant, on a beaucoup plus de soumissions de textes de gens minorisés, de gens racisés. Et donc, ça nous permet, à quelque part, malgré la sélection de textes à l'aveugle, d'avoir une plus grande diversité et d'actualiser un peu cette ouverture-là dans la limite de ce qu'on peut faire, en tout cas, de ne pas juste se dédouaner, justement, en se disant ben voilà, on a lancé l'appel, puis si on a seulement 12 hommes blancs 6 dans nos pages, c'était, voilà. Et donc, à force de mettre en place des choses comme ça, on voit que, je pense que c'est la culture autour de la revue qui change, et donc on a plus, je pense, une réelle ouverture, et je trouve ça assez intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Mais justement, est-ce qu'on peut parler peut-être de façon concrète? Vous parlez d'ouverture sur le site web, je pense que c'est du Sabord et de Mobius. C'est écrit que vous essayez, la revue essaie d'être un lieu qui publie des autrices et des auteurs consacrés et de la relève. Donc, justement, dans ce fonctionnement-là à l'aveugle, comment ça se passe concrètement? Puis pour vous aussi au Sabord, est-ce que c'est aussi une préoccupation que vous avez à Estuaire? Bien, en complément avec ce qui vient d'être dit, nous, avec notre politique éditoriale qui veut justement aussi mettre de l'avant la diversité dans nos pages, eh bien, c'est des invitations aussi qui vont nous permettre de mettre en valeur la politique éditoriale sur laquelle nous sommes en train de retravailler justement en ce moment. Donc, 2022 est notre moment on se repenche sur nos diverses politiques. Et on doit notamment le faire parce que dans notre cas aussi, on a une maison d'édition qui a longtemps été en activité aussi
qui étaient les éditions d'art Le Savard, qui avait ses propres politiques. En ce moment, on est vraiment en train de réfléchir, est-ce qu'on continue avec la maison d'édition? Parce qu'on fait partie de ces revues aussi qui sont liées à une maison d'édition. Et ça crée d'ailleurs, ça a longtemps créé une certaine confusion. Puis je ne sais pas à quel point ça peut avoir aussi un peu nuit à la revue au fil du temps, parce qu'on se retrouvait avec une maison d'édition, j'en parlerai pas trop longtemps, mais avec des publications très disparates, à la fois du côté de l'essai, des recueils de poésie, donc vraiment très, très variés. Ça fonctionnait au projet. Ça avait été initié par Denis Charland quand il a pris la barre et du périodique et qui a créé la maison d'édition. Donc, bref, ce détour-là pour dire qu'on en est vraiment dans la redéfinition de nos politiques et que nous, on va fonctionner comme ça aussi pour être inclusif et puis mettre de l'avant des voix plurielles. Quand vient le temps avec le comité de lecture qui se réunit, par contre, ou le comité de rédaction, nous, on anonymise pas les textes. Donc, on a les noms, mais c'est tout. Parce que, bon, le nombre de fois où il y a des auteurs ou des artistes qui nous envoient des CV de 8 pages, des lettres qui disent « S'il vous plaît, je vais tellement faire la promotion, je vois que... » et puis des courriels comme très personnalisés, puis là, mais on se connaît pas. Puis bon, ça dit quelque chose à certains. Et puis l'espèce de flattage pas subtil. Puis là, regarde, ça va bien aller. Donc, de toute façon, je transfère tout ça à l'adresse de réception des manuscrits. Mais on a les noms quand même avec le comité de lecture. Et nous aussi, comme vous à l'Estuaire, donc on a une périodicité où on ne republie pas quelqu'un, à moins que vraiment ce soit exceptionnel, ou c'est arrivé une fois en 7 ans où on se disait « Oh, il nous manque un texte pour le sommaire, qu'est-ce qu'on fait? » Parce qu'en général, c'est plutôt le comité, même si c'est assez pacifique, là, je ne sais pas vous comment ça se passe, c'est quand le comité de lecture se réunit, on prend plusieurs heures, ça prend comme 4 heures. Décider le sommaire d'un numéro, c'est assez pacifique, ça se fait c'est convivial, mais c'est arrivé une fois où on considérait qu'on avait comme pas assez de texte pour notre numéro, donc on a retenu un texte de quelqu'un qu'on avait publié récemment. Mais normalement, c'est pas plus qu'une fois par année. Puis il y a des auteurs du Savard, comme Michel Plot, il m'en a parlé, je l'ai vu au Salon du Livre de Québec. Il m'a dit « Hey, mon texte annuel s'en vient pour le prochain numéro. » Parce qu'il a très bien compris que s'il soumet à tous les numéros, ça ne fonctionnera pas. Donc lui, il a noté, il a dit « OK, là, j'ai publié dans le 116, j'ai publié dans le 119, je peux me réessayer. Oh. » Bon, alors, donc on essaie aussi de faire ça justement pour privilégier de la variété, puis une fois par année, c'est très bien. Puis pour les artistes visuels, c'est même une fois ou 3 ans, étant donné qu'il y a entre 5 et 6 artistes visuels dans le sommaire, et puis on ne voudrait pas republier comme la même série aussi, le même projet en art visuel pour justement privilégier la diversité. Donc nous, c'est comme ça qu'on s'y prend. Nous, pour l'ouverture, puis c'est vrai que nous aussi, on fait attention aux différentes générations. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a déjà reproché dans l'histoire d'Estuaire, d'être trop éclectique, de publier un peu n'importe quoi, surtout quand on la comparait à la Barre du jour, même si on publiait aussi les auteurs de la Barre du jour. On publiait, bref, tout le monde qui écrit de la poésie, puis à un moment donné, faut qu'on a des numéros à faire. On en avait 4 avant, maintenant on est rendu à 3. Donc, c'est quand même beaucoup de poètes qui doivent traverser ces pages-là et les nourrir. Je pense qu'Estuaire, j'ai dit qu'il y avait une politique, mais moi, c'est plus moi qui l'ai retracé. Parce qu'Estuaire, ça n'a jamais été une revue qui se définissait avec une politique claire. C'est quelque chose que chaque personne a été habitée de. Puis c'est juste que ça la donne qu'à travers le temps, les gens qui ont participé à l'histoire d'Estuaire étaient habités par les mêmes désirs d'ouverture, d'accueil, de choses comme ça. Peut-être que ça définit les poètes, je ne sais pas. Mais, ou peut-être que c'est quelque chose, mais bref, c'était pas une politique. Puis je pense que ça, c'est très clair pour tout le monde qui a participé à Estuaire. On a aussi reproché à Estuaire de ne pas être engagé politiquement, mais je ne crois pas que c'est vrai, parce que c'est une revue quand même avant-gardiste sur différents plans. C'est une revue qui a accueilli dans les années 80 beaucoup d'homosexuels, beaucoup de personnes de la contre-culture, beaucoup de femmes arabes, parce que il y avait Marie Alonso, il y avait Mathilde Gatta qui était dans le comité. Donc c'est une revue qui a vécu un engagement politique, mais qui ne l'a jamais exprimé, qui ne s'est jamais positionné contre quelque chose. Et s'il se positionnait, de toute façon, c'était pour quelque chose. C'était jamais dans la lutte, c'était toujours dans l'amour. C'est toujours dans le... C'est ça l'histoire de ça, hein? C'est toujours dans la volonté de la rencontre. Mais en même temps, c'est pas une politique. C'était pas quelque chose qui a été dit dans les numéros. On le lit pas, on l'entend pas dans les journaux. Bref, c'est quelque chose qui a été vécu par les gens. Puis je pense que c'est quand même important à spécifier.
Mais on a toujours eu, toujours à travers le temps, il y a ce souci-là des générations, des rencontres, parce que c'est toujours les rencontres. Je pense encore aujourd'hui, on fait attention. Ça se fait un peu naturellement par la curiosité. Je pense que si le comité de rédaction est curieux, ben de soi-même, ce mélange des postures-là, des voix-là, va se faire. Nous, on n'est pas en train de calculer combien de personnes on met, on fait pas vraiment de comptabilité, mais on essaie de découvrir toujours des nouvelles personnes ou de penser aux gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Ou d'emmener des auteurs, des autrices sur des pistes qu'ils n'ont jamais explorées. Donc, je pense que c'est plus ça, cette volonté-là de faire apparaître des choses ou de cette intuition-là. Cette personne-là, me semble, j'aurais tellement envie de l'entendre parler d'animaux ou d'archives ou peu importe. De sport. Notre prochain numéro, c'est sur les sports. Donc, on a invité Hélène Dorion à nous parler de sport. Pourquoi? Parce que je me demandais vraiment ce qu'Hélène Dorion écrirait sur le sport. Puis les gens m'ont tous surpris dans leurs textes. On accueille, puis on sait ça aussi quand on invite, on sait absolument pas qu'est-ce qu'on va recevoir. Puis moi, je suis toujours renversée par la surprise. Je découvre les textes, puis je suis juste, ah ouais, c'est ça la thématique, c'est ça qu'il y avait à dire sur cette thématique-là. Je trouve ça incroyable. Donc, je dirais que c'est la curiosité qui fait en sorte que cet équilibre-là qu'on essaie de faire, qui peut toujours être amélioré. Aussi l'équilibre dans le comité de rédaction, je pense que, comme tu disais Valérie, si on a un comité qui vient de différentes maisons d'édition, qui a différentes postures, qui a différents backgrounds, mais ça va faire en sorte que la curiosité aussi va se nourrir, la réflexion, les positions, ça c'est important. Nous aussi, on fait pas nous aussi, on n'est pas à l'aveugle dans notre sélection de textes. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux de faire ou non. Quand je suis arrivée, c'était pas à l'aveugle. Moi, j'aime quand même ça, parce que je lis pas le texte d'une personne qui écrit depuis 50 ans de la même manière que de personne que j'avais publiée. Puis, c'est important parce que dans la manière de le guider, ça va pas être la même chose. Je lis pas, ou des fois, moi, je vais me re-questionner sur mes biais cognitifs quand je lis une personne. Est-ce que c'est moi qui ai des biais culturels, puis je lis mal son texte? Donc, le fait que ce soit pas à l'aveugle m'oblige à me poser peut-être plus de questions, ou m'oblige à me demander, est-ce que j'aime ce texte-là parce que je connais la personne ou parce que j'aime pas la personne? Bref, ça revient peut-être à la responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Moi, c'est comme ça que je le fais. Bon, je pense qu'en fait, c'est bien que les revues n'agissent pas de la même manière. Je pense que c'est ça, parce que si on était dans la même revue, ça servirait à rien, ça serait un peu plate. Donc, c'est vraiment important, dans le fond, que personne ait les mêmes manières de faire, puis qu'on s'en parle, puis qu'on soit pas d'accord ou qu'on soit d'accord. Peu importe, je pense que c'est juste que chaque équipe a ses envies, ou ses manières de faire, ou ses préférences, ou ses propres défis, ont envie de se mettre au défi de différentes façons. Donc, nous, c'est comme ça qu'on essaie de mettre en place ce désir-là d'ouverture, mais comme je dis, qui n'est même pas annoncé. De toute façon, en ce moment, on n'a même pas de site Internet, là. Donc, il n'y a pas grand-chose d'annoncé à cette histoire. Mais, tu sais, en fait, notre seule politique, c'est d'être une revue de poésie. C'est ça, la base. C'est juste une revue qui publie de la poésie, qui fait entendre des poètes. Puis, à partir de là, c'est chaque personne, comment elle est nourrie par rapport à ce désir-là. Puis ça la donne qu'il y a cette continuité-là entre les comités qui aurait pu ne pas advenir, parce que si ça avait été d'autres personnes, ça aurait été une autre histoire, mais c'est ça. Comment on fait en choisissant justement des textes à l'aveugle pour avoir à la fois des auteurs, des autrices établis et de la relève? Dans les textes soumis, dans les textes que les auteurs et les autrices nous envoient, ça se fait un peu de soi-même. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a vraiment autant des auteurs, des autrices établis qui nous soumettent leurs textes, qui vont être choisis à l'aveugle, que des gens qui nous envoient leur premier texte. Et donc, par la lecture, des fois, il y a ces correspondances-là qui se font. Sinon, la façon dont on le fait, c'est entre autres par les invitations. Donc, on a toujours deux textes qui sont des rubriques dans la revue, qui sont des invitations, qui sont tendues par les copilotes du numéro. Donc, depuis un petit bout maintenant, c'est le texte de Lettre à un écrivain, une écrivaine vivante, et le texte Penser la création. Donc, de ce côté-là, les copilotes vont souvent aller des auteurs, des autrices établies ou des gens qui sont établis dans leur milieu. Donc, surtout pour penser la création, de plus en plus, le penser la création tend
vers sortir la création justement du milieu de l'édition. Donc, dans le dernier numéro, en fait, on a un pensée de la création qui est écrit donc partiellement par l'Atelier des lettres, donc les gens de l'Atelier des lettres, qui est un atelier d'alphabétisation populaire, donc qui a été, c'est Noémie Pomerleau-Cloutier qui a été invitée, mais donc pas seulement pour sa posture d'autrice à elle, mais pour le travail qu'elle fait auprès des gens de l'Atelier des lettres, et c'est une collaboration. Donc, il va y avoir ces invitations-là qui vont permettre d'inviter des gens plus établis. Il va y avoir la résidence annuelle d'auteurs ou d'autrices, donc où là, c'est généralement justement un auteur ou une autrice qui est édité, qui a publié plusieurs livres. Donc, il y a ça. Et l'autre partie, on n'arrive toujours pas à s'en défaire parce que les gens l'aiment, autant les lecteurs, les lectrices que les gens dans l'équipe. C'est le texte du fond, en fait. Donc, à chaque numéro, les copilotes doivent aller chercher dans le fond des 44 dernières années de Mébius un texte qui résonne avec l'appel en cours ou qui résonne avec la sensibilité de l'appel en cours. C'est quand même du boulot d'aller chercher dans les archives. On s'en reparle régulièrement. Est-ce qu'on le garde parce que c'est beaucoup de boulot? Mais au final, je pense qu'on aime quand même ça. Les lecteurs, les lectrices aiment ça aussi. Et là, c'est vraiment une façon de ramener l'histoire de la revue dans le moment présent. Et parfois, ça résonne. Parfois, on se rend compte que ça s'ajuste plus ou moins bien, mais ça montre aussi un peu d'où on vient. Ça fait des correspondances intéressantes. Et ces moments-là permettent aussi justement donc à des auteurs, des autrices de la relève d'être publiés, par exemple, je pense que c'est dans le numéro 172, à côté d'un texte de Nicole Brossard. Donc, ça fait ces rencontres-là qui sont aussi intéressantes pour nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai d'autres, mais peut-être que vous en avez d'autres pour nos intervenantes. Oui, Michel. Si personne n'ose, je vais laisser la parole à d'autres. Mais oui, parler fort avec les masques aussi, ça peut être difficile. Donc, j'ai nécessairement des questions. Nécessairement. Ça serait sur le rapport à la revue comme forme. C'est-à-dire, j'ai bien entendu que les parcours amenaient là, parfois un peu par hasard, d'autres fois par un rapport antérieur à la revue, mais qu'est-ce qui, si vous êtes là, puis vous avez l'intention de rester là, c'est qu'il y a une sorte de plaisir particulier à fabriquer des revues plutôt que des zines, des livres, des podcasts ou n'importe quoi d'autre, et ça serait quoi, ce plaisir-là? Oui, absolument, du plaisir à fabriquer des revues sous forme papier. Je ne peux pas m'empêcher un peu de mentionner avec le savoir, on travaille beaucoup sur les types de papier, justement, sur l'expérience sensorielle de la revue. Donc, juste dans l'exemplaire, le numéro qui vient de paraître, Monument, on a 3 types de papier, donc avec la couverture, la partie création, qu'on a aussi voulu avec le designer graphique avoir un papier spécifique. Donc, toutes les œuvres de création littéraire et visuelle sont sur un autre type de papier. Puis, quand on passe dans ce qu'on appelle plus le rédactionnel, donc les entretiens et les critiques, donc on est sur un autre type de papier. Puis, d'ailleurs, ça va faire un petit parallèle avec les défis de tantôt. Donc, avec le milieu de l'imprimerie qui est en crise, utilisons le mot, eh bien, on espère, il y avait comme une personne qui s'en a aperçue, mais là, vous allez le savoir. Donc, on est entre nous, j'imagine. On a dû revoir le papier du savoir, ce qui, selon nous, changeait quand même pas mal l'expérience sensorielle. Il y a une personne qui s'en a aperçue, à part notre graphiste. Mais on n'avait vraiment pas le choix. C'était soit ça ou on ne pouvait plus. Il fallait qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la tire à 200 copies? C'est parce que les coûts, donc, et puis, donc, sans vouloir donner des chiffres exacts, là, mais pour un exemplaire de la revue, là, c'est vraiment donc, très, très onéreux pour pouvoir offrir cette expérience-là dans la forme qui est vraiment au cœur de la revue. Et bien, et personnellement, pour répondre aussi à
à l'autre partie de l'intervention, puis le fait de vouloir rester là, c'est sûr que j'imagine que ça s'entend, donc ça me passionne aussi ce rapport aussi qui est entre autres sensoriel aux revues, c'est pas pour rien que ça va faire quoi? Ça fait combien là, 13 plus 7? Je veux pas savoir. Donc ça c'est les années pour lesquelles je travaille donc dans les milieux des périodiques et j'espère très fort pouvoir le continuer et puis regardez, vous voyez ça à l'avant avec ma revue, donc c'est pas pour rien non plus je m'implique dans la SODEP, j'ai toujours envie de « Hey, tu connais-tu cette revue-là? » Puis les vôtres aussi d'ailleurs, ils sont formidables. Essaye ça, il y a ta revue pour toi, puis si je les connais pas toutes, je peux pas t'en parler de toutes, ben va voir la SODEP, les autres qui les connaissent toutes, ils vont trouver c'est quoi ta revue. Puis actuellement, d'ailleurs, je crois sentir, puis je pense pas que c'est comme de l'idéalisme de personnes qui travaillent dans une revue, là, mais vraiment comme un élan actuel et contemporain pour les périodiques culturels. Donc, je sais pas pour vous, là. Oui, ben, en tout cas, j'espère qu'il va être là s'il l'est pas encore, parce que c'est vrai qu'on a des bonnes revues, qu'on a des bons textes. Moi, je vais répondre à mon nom, là, je ne sais pas pour le reste de l'équipe d'Histoire, pourquoi j'aime être dans une revue. Différentes choses, la périodicité, j'aime ce rythme-là qui est difficile à maintenir, mais qui est beau parce qu'il est très au présent. Les choses doivent se faire vite, tu dois toujours être dans l'urgence, dans la solution de problème. Moi, j'adore ça. J'adore être dans un édifice chambranlant qu'il faut toujours un peu patcher. Je trouve ça créatif, j'adore ce sentiment-là. Donc, il y a ça, il y a ce côté-là humain où tu accompagnes des gens dans leur écriture, dans leur création, tu les guides. Ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve qu'il est encore plus là en revue que dans le milieu de l'édition. Parce qu'il y a aussi en revue, tu n'as pas l'impression que tu mets fin à la vie de quelqu'un quand tu décides de ne pas le publier ou de le publier. C'est moins une grande responsabilité qu'en édition. Moi, en édition, ça me fait capoter, refuser un livre. J'ai l'impression que la personne n'écrira plus jamais de sa vie. T'sais, alors qu'en édition, en revue, c'est comme un peu plus organique, il y a 200 textes, en choisit un peu, il y a un peu une question d'hasard. Fait que si votre texte n'est pas choisi, ça se peut que c'est le meilleur, on s'en soit pas rendu compte cette journée-là, t'sais. Alors qu'en livre, je sais pas, il y a comme j'ai vraiment l'impression de mettre fin à la vie de quelqu'un, puis j'aime vraiment pas ce sentiment-là. Aussi, je crois que c'est la rencontre qui n'est pas possible de la même manière en édition, parce que c'est des œuvres, hein, c'est plus des livres, c'est plus... Alors que là, tu te dis, j'ai envie que Nicole Brossard soit avec Hector Ruiz, qu'est-ce que ça ferait selon cette thématique-là? Je trouve que la revue, c'est un espace qui permet de rêver, qui permet de... j'ai envie de cette thématique-là, mais ça qu'on parle jamais de dessert en poésie. Pourquoi qu'on ne parle pas de dessert en poésie? Qui a des choses à dire sur les desserts? Moi, je veux savoir ça. Donc, je trouve que ça permet ça, alors que dans une maison d'édition ou en Diane, tu ne vas pas commander des textes ou moins. Donc, je trouve que ça permet de... cette personne-là, j'aimerais vraiment l'entendre sur tel sujet ou j'aimerais vraiment qu'on parle de tel sujet. Bref, je trouve que ça permet de rêver. Moi, ça me permet de... je pourrais écrire à telle personne. J'ai tellement envie d'écrire à cette personne-là. Où elle en est? Elle a arrêté d'écrire depuis 30 ans. Est-ce qu'elle écrit encore? Est-ce que plus personne ne l'invite? Donc, tu sais, c'est toujours ces questions-là Puis la surprise, parce que dans les autres milieux, tu n'as pas la même surprise qu'en revue, parce que tu sais... tu vas avoir des manuscrits, mais après, tu as des auteurs qui sont là. Alors que moi, même quand j'invite des gens, si on fait un appel de texte, je ne sais pas quel texte on va recevoir, je ne sais pas combien on va recevoir. Puis quand on invite des gens, je ne sais absolument pas ce qu'ils vont écrire sur les sujets qu'on leur propose. On donne des cartes blanches à des traducteurs, traductrices, on ne sait absolument pas qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Donc cette surprise-là, je l'adore. C'est comme si je redécouvrais la poésie à chaque numéro. Puis je crois que si j'avais une maison d'édition, si je travaillais dans une maison d'édition, il y aurait peut-être plus une ligne éditoriale, il y aurait quelque chose de plus figé que la revue permet de dénouer ou d'aller au-delà. Il y a moins de chapelles, je sais pas, cette rencontre-là. Donc c'est comme le lieu parfait pour avoir des idées puis rêver, puis faire advenir des choses. Je suis tout à fait d'accord. J'essaie de ramener comme les différents fils qui me permettraient de répondre à ta question, Michel. C'est drôle parce que venant de toi et parlant de revue, j'ai envie de dire la communauté ou la collectivité qu'il y a autour des revues, honnêtement, ça nourrit tellement. Il y a une énorme fatigue, mais il y a une encore plus grande énergie, je trouve, qui vient des gens de ce milieu-là. Il y a un grand espace de liberté, en effet, comme Stéphanie le disait,
qui vient aussi de la périodicité, qui vient d'un renouvellement constant et de publier beaucoup plus de gens. Donc, nous, on a 12 textes par soumission et plus les textes des rubriques. Donc, ça fait beaucoup de textes, ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup de nouvelles écritures. Ça nous permet de découvrir beaucoup de nouvelles écritures en un an. Et ça nous permet de travailler et de faire de l'idéation avec encore plus de gens quand on pense à nos différents comités, quand on pense à nos équipes et quand on pense aux autres revues parce que on a un événement là, ce soir qui rassemble 3 revues, qui rassemble donc avec Rachel, avec ton point de vue aussi d'expérience, de travail sur les revues. Mais il y a beaucoup d'autres événements quand même où le monde des revues se retrouve. Je pense que c'est un milieu où justement on n'a pas énormément de moyens, donc on serre un peu les coudes. Et il y a une convivialité dans tout ça. Et ce qui me fait penser que tout à l'heure, Stéphanie, tu disais bon, d'avoir une direction littéraire et une direction générale, à quel point c'est important. Actuellement, je fais la rédaction en chef par intérim parce que bon, c'était structurellement ce qui était le mieux plutôt que de se jeter justement pour avoir une personne quand tu sais pas comment ça va se passer, tout ça, prendre le temps de mettre quelqu'un en place. Mais je le vois maintenant, ça fonctionne, avoir les 2 postes rassemblés en un, mais c'est pas ça qu'on veut en fait. On a besoin de partager ces idées-là, on a besoin de faire naître des idées, de faire naître de la vie entre les gens. Et je pense que par rapport, par exemple, tu disais aux zines, j'ai l'impression que le zine a peut-être moins justement cette espèce d'effervescence des idées, de la créativité qui vient dans un travail en équipe qui est plus grand donc qui est très très différent aussi du milieu de l'édition. Merci beaucoup. Merci à vous 3, c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On va pouvoir poursuivre la rencontre et la discussion dans un contexte plus convivial. Merci à vous, merci d'avoir été là. J'espère qu'on va se revoir très bientôt et souhaitons que le printemps des revues soit toute l'année. Merci.